Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Manon. Bonjour Aurélie. Manon, bienvenue à nouveau sur cet épisode de Allo fait dodo. Je suis ravie qu'on puisse échanger à nouveau. Nous avons déjà enregistré un épisode toutes les deux sur, alors plus largement sur votre pratique. Vous êtes orthophoniste et on avait échangé sur votre pratique de façon très générale. Et là aujourd'hui, c'est d'ailleurs vous qui me l'avez proposé, nous allons parler d'un sujet très précis qui est les écrans. Les écrans chez les enfants, chez les tout petits, mais aussi chez les un tout petit peu plus grands. Vous souhaitiez développer cette thématique en profondeur, en plus de ce que nous avions déjà vu ensemble, parce que impact très important, parce que sujet parfois un petit peu tabou, en tout cas, on ne sait pas forcément trop à quoi s'en tenir avec les écrans. Beaucoup de vigilance, pas assez, etc. Bref, vous allez nous détailler tout ça. Mais peut-être que dans un premier temps, vous pouvez en quelques mots vous représenter pour les parents qui n'auraient pas écouté le précédent podcast. Donc, je m'appelle Manon, je suis orthophoniste depuis 2015, donc j'ai fait mes études en France à Lyon. Et donc, j'exerce en cabinet libéral depuis septembre 2015. Donc, ça fait à peu près 6 ans d'exercice maintenant. Et oui, la thématique des écrans me tient assez à cœur parce qu'on peut voir un petit peu des effets néfastes des écrans auprès des patients. Mais après, je suis aussi contre la diabolisation des écrans. C'est-à-dire que ça peut être un outil fantastique, mais voilà, il faut savoir en faire bon usage. C'est très intéressant. Le sujet des écrans, c'est une thématique qui est très transversale, même du coup là au sein de l'univers Fait Dodo, avec d'autres professionnels que je reçois régulièrement sur le podcast, que ce soit en éducation positive, que ce soit vis-à-vis du sommeil, que ce soit aussi vis-à-vis de l'alimentation. Finalement, on sera amené à réaborder cette thématique des écrans sous aussi d'autres angles et avec d'autres professionnels. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir nous faire part de vous, votre expérience, effectivement, votre approche, et puis nous dire ce que vous constatez aussi, l'évolution peut-être sur les années, justement, les différentes années là de votre pratique, et puis les points de vigilance pour les parents. On va parler aussi justement de comment gérer les temps d'écran. On va rentrer dans des choses très précises. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole. Peut-être déjà sur les risques, c'est ce qui vient peut-être en premier en tête. Quels sont les risques d'une surconsommation d'écran? C'est ça. Oui, déjà, c'est ce que je voulais préciser. C'est pas les écrans qui posent problème, c'est l'usage qu'on en fait. On est bien d'accord que votre téléphone, il va pas se réveiller la nuit, prendre un couteau et vous poignarder dans le dos. Donc, c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui peut présenter des risques. Et il faut savoir évidemment que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la même quantité d'écran. Mais on peut observer des répercussions sur le sommeil. Ça, je pense que vous en parleriez mieux que moi. Mais on sait que les écrans rétroéclairés envoient une lumière qui donne l'information au cerveau qu'il fait jour. Donc, du coup, ça empêche le cerveau de se mettre en mode préparation au sommeil. Donc, en général, on conseille, il me semble, de couper tous les écrans au moins 2 heures avant de se coucher.
Ça peut avoir aussi des répercussions sur le développement langagier, notamment s'il y a vraiment une surconsommation d'écran. Ça veut dire que tous les temps d'éveil de l'enfant qui sont consacrés à l'écran, c'est pas des temps qui sont consacrés à d'autres apprentissages, notamment des apprentissages langagiers au cœur d'interaction avec les adultes, avec d'autres enfants, etc. Après, il faut bien savoir que c'est pas l'exposition aux écrans qui va pouvoir provoquer un trouble du langage oral. Ça peut provoquer un retard, mais le trouble ne sera pas provoqué par un écran. C'est des troubles développementaux neurologiques. L'écran ne peut pas provoquer un trouble. Ça peut provoquer un retard d'apparition du langage ou de développement du langage, mais pas un trouble. On peut aussi avoir des répercussions sur le comportement des enfants. On sait que souvent, après des temps assez importants d'écran, les enfants sont plus excités, sont plus facilement à fleur de peau, on va dire, plus facilement frustrés, plus facilement énervés, etc. Du coup, on va surtout éviter les écrans avant l'école, parce que du coup, ça va les mettre dans de moins bonnes dispositions pour les apprentissages. Et enfin, il peut y avoir des répercussions sur l'estime de soi ou sur le développement psychologique, notamment, je pense là plutôt aux adolescents, pour tout ce qui concerne le cyberharcèlement ou le contenu qui est regardé ou parfois subi, parce qu'il y a des enfants qui reçoivent des messages non désirés sur des plateformes, des réseaux sociaux, etc. Donc là, en tout premier lieu, il faut que ce soit les parents qui aient le contrôle sur ce que font les enfants avec les écrans que les parents fournissent. Et c'est de la responsabilité de l'adulte de contrôler l'usage qui est fait des écrans et de prévenir l'enfant aussi des risques. Il faut que la discussion elle soit ouverte, que l'enfant comprenne les risques potentiels d'être sur les réseaux, de naviguer sur Internet, etc. Et qu'il sente que le dialogue est ouvert pour que si jamais arrive justement un message non désiré, quelqu'un qui commence à harceler, que l'enfant puisse se tourner vers ses parents et qu'il se sente en confiance, de se dire que il va pas être culpabilisé, qu'il va pas sentir que c'est de sa faute. Ah ben oui, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Donc il sente qu'il peut rechercher de l'aide auprès des adultes, de ses parents, pour dire ah ben il y a un tel qui me harcèle ou j'ai envoyé une photo un peu osée à un tel et maintenant il me menace, il me fait du chantage, il me menace de publier sur tout le collège ou j'en sais rien. Il faut vraiment qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une vraie discussion, un vrai échange avec l'enfant sans culpabiliser pour qu'il se sente en confiance pour aller chercher de l'aide après. Avant d'aller plus loin, maintenant, j'ai plusieurs questions là qui me viennent. Alors déjà, je confirme tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au sommeil, que ce soit pour les enfants, même pour les adultes, il est effectivement préconisé de couper les écrans 2 heures avant l'heure du coucher. C'est le chiffre que vous citiez, il est tout à fait correct. Et c'est vrai aussi pour les adultes, j'insiste. On a l'impression qu'on peut couper la télé et aller se coucher directement, mais je précise que non, effectivement, il y a un impact très fort sur notre production de mélatonine, et c'est le cas aussi des enfants. Alors, plusieurs questions là que j'ai à vous poser. Déjà, est-ce que là, tout ce que vous avez cité, ce sont des choses justement que vous voyez, vous, en cabinet? Vous avez souhaité parler des écrans aujourd'hui parce que ça fait partie de votre quotidien, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Et ensuite, peut-être préciser aussi un petit peu l'âge des enfants. Quand vous parlez des enfants, qu'est-ce que vous mettez derrière? Parce que là, de ce que vous disiez à la fin, j'avais plutôt l'impression que vous parliez soit de la préadolescence, soit de l'adolescence, mais finalement, les tout petits peuvent aussi être exposés devant les écrans, malheureusement. Enfin, moi, je vois très souvent des bébés dans les poussettes avec une tablette, par exemple. Donc ça peut peut-être être intéressant que vous nous disiez à partir de quel âge, en fonction de l'âge, de l'évolution de l'enfant, qu'est-ce qui est à prendre en compte? Sur le sommeil, je pense qu'il n'y a pas d'âge justement au niveau préventif sur ce point-là parce que ça touche tout le monde de la même manière. Sur le développement langagier, effectivement, on va plus là c'est plutôt concernant les petits enfants parce qu'un adolescent qui consomme beaucoup d'écran, normalement son langage est déjà développé, donc ça
voilà, ça va avoir une influence sur le type de vocabulaire employé, etc. Mais ça va pas être dérangeant pour le développement du langage en général. Et sur le comportement, ben ça c'est pareil. Tous les enfants, on va pas avoir les mêmes conséquences au niveau du comportement pour les petits enfants que pour les grands enfants ou les adolescents. Et effectivement, après sur l'estime de soi, les traumatismes, etc. Ça concerne plus les adolescents et les préadolescents. Après, comme exemple au cabinet, moi je travaille surtout avec des enfants de maternelle et primaire, donc du coup j'ai pas, pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion en tout cas de faire de la prévention par rapport au cyberharcèlement, au contenu qui peut être regardé pour les adolescents. Mais par contre, en termes langagiers, ça m'est déjà arrivé de notamment d'avoir une petite fille qui est arrivée dans mon cabinet en fin de moyenne section et qui parlait, on va dire qu'elle avait 3 mots de français et une dizaine de mots d'anglais parce qu'elle regardait beaucoup de vidéos, que ce soit sur la tablette ou sur la télé, avec des grands frères et grandes sœurs qui avaient tous des téléphones. Donc je pense une consommation d'écran dans la famille assez importante, mais qui n'avait pas eu d'impact du tout sur le développement des autres enfants. Mais le fait est que cette petite fille, elle a un trouble massif du langage oral. Donc, encore une fois, c'est pas les écrans qui ont provoqué le trouble, on est bien d'accord. Mais le fait est qu'en fait, elle regardait beaucoup de vidéos en anglais et elle avait quelques mots d'anglais qui n'étaient pas du tout utiles pour elle, puisque ses parents parlent français et turc à la maison et qu'elle est scolarisée en français uniquement. Donc là, elle se retrouvait avec, on va dire, 10-15 mots dans son vocabulaire et il y en avait les 2/3 qui n'étaient pas utiles au quotidien. Et en plus, voilà, tout le temps qu'elle a passé sur les écrans, c'est aussi du temps qu'elle n'a pas passé à discuter avec d'autres personnes, à interagir avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec d'autres personnes aussi. Et du coup, on va dire que c'est peut-être un peu de temps perdu pour le développement de son langage. Mmh. Oui, si d'autant plus, elle a une difficulté à la base, Oui, bien sûr, ça vient rajouter encore bien sûr. une brique en plus, de difficulté pour elle. Manon, quand on a préparé cet échange, vous m'avez dit: «L'écran n'est pas un baby-sitter». Vous pouvez développer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout à fait. Donc, on ne donne pas un écran à un enfant pour qu'il nous fiche la paix. C'est ça que je voulais dire par là. L'écran, ça peut être comme un jouet, comme voilà, c'est un temps d'amusement, comme n'importe quelle autre activité. Mais on ne donne pas un écran à un enfant pour se débarrasser de lui. Et voilà, après, ça peut arriver que, hop, non, on dit, hop, pas d'écran maintenant, et que votre enfant arrive et dit, ah, maman, papa, je m'ennuie. Eh ben, très bien. Là, au lieu de lui donner un écran, vous pouvez soit lui proposer de faire une activité avec vous, que ce soit une activité de jeu, où du coup, vous coupez dans ce que vous faites et vous allez jouer avec lui. Soit vous pouvez proposer à votre enfant de venir faire ce que vous êtes en train de faire avec lui, que ce soit faire à manger, passer l'aspirateur, faire le jardin, etc. Le faire participer à votre activité. Ça, c'est super chouette pour le développement émotionnel de l'enfant. Hein. Faire quelque chose avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, ça construit au niveau cognitif, ça construit pas mal de choses et au niveau confiance en soi aussi. Et si jamais vous n'avez pas ni la patience, enfin en gros c'est pas le moment pour être avec votre enfant, vous pouvez lui proposer de faire une activité de la vie quotidienne, c'est-à-dire du ménage par exemple. Ok, tu t'ennuies, écoute, prends l'aspirateur, va ranger ta chambre et tu aspires ta chambre. De 2 choses l'une, soit il va le faire et là c'est très bien parce que du coup il apprend que oui, la chambre elle doit être propre, elle doit être rangée et puis c'est pas papa maman qui sont les femmes de ménage et qui viennent nettoyer derrière. Donc c'est très bien, ça vous gagne du temps. Soit d'un coup je m'ennuie plus et il va aller tout seul trouver une activité. Et du coup pour trouver une activité quand il s'ennuie, il va utiliser sa créativité, son imagination, il va trouver des idées de ok, je m'ennuie, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Et du coup là, il va utiliser lui-même son intelligence et du coup ça développe son intelligence et voilà, trouver des stratégies. Ok, tous mes jouets m'ennuient, qu'est-ce que je pourrais faire pour les mettre ensemble et trouver un autre jeu que je pourrais faire avec les mêmes jouets, mais hop, on fait une autre histoire où on les utilise différemment. Voilà, tout ça participe au développement de l'intelligence de l'enfant. Donc voilà, un enfant qui s'ennuie,
Voilà, il faut pas qu'il reste dans un coin à rien faire. Et encore, ça peut être intéressant aussi pour l'enfant d'être tout seul dans ses pensées, de réfléchir. Voilà, l'enfant aussi a besoin de temps calme où il est seul avec lui-même, on va dire. Mais du coup, l'ennui va pouvoir provoquer la créativité et l'imagination. Donc, il faut pas à tout prix divertir votre enfant. Quand vous voyez qu'il est seul, que bon, il erre dans la maison comme ça, ben voilà, tant qu'il vous sollicite pas, vous pouvez le laisser tranquille. Peut-être une précision, Manon, qu'on n'a pas faite jusqu'à maintenant. Les Mhm. écrans, qu'est-ce que vous mettez derrière? C'est la télé? C'est le téléphone? C'est tout. Le téléphone, la télé, la tablette, l'ordinateur. En gros, les écrans, moi je mettrais plutôt deux choses derrière. C'est les vidéos, donc que ce soit un dessin animé sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou sur la tablette ou euh, sur l'ordinateur, que ce soit ou plutôt un jeu vidéo que ce soit un jeu vidéo vraiment sur une console et sur un écran d'ordi ou sur un écran de télé, ou les petites applis jeux sur une tablette ou sur le téléphone. Voilà, c'est vraiment tous les écrans et moi en tout cas je pense à deux utilisations de tous ces écrans-là, soit le côté un peu passif où on regarde un film, une vidéo, une série, soit le côté un peu interactif où on va jouer à un jeu. J'entends souvent dire que de 0 à 3 ans, il faut justement 0 écran et que les écrans peuvent être introduits de façon progressive et vraiment en toute petite quantité, petit à petit, après 3 ans. Vous Euh, confirmez? oui, je confirmerai après moi la règle. Pour moi, c'est le moins, c'est le mieux. C'est-à-dire que ça dépend aussi des familles. Il faut pas se forcer à faire quelque chose qui ne correspond pas à votre façon de faire. C'est important que les parents soient dans cette démarche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas priver votre enfant de 2, 3 ans de téléphone si, par exemple, vous passez 5 heures avec lui, mais vous êtes sur votre téléphone. L'enfant, il apprend par imitation. Donc, si le parent ou l'adulte avec qui il est tous les jours passe énormément de temps sur le téléphone ou sur une tablette ou devant la télé ou devant un ordi, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'accepter que ben en fait il n'a pas le droit de faire comme papa, maman ou tonton, tata, peu importe. Donc c'est quelque chose d'assez familial. Et oui, dans l'idéal, c'est 0 écran avant 3 ans. Ça, ce serait, si vous pouvez le faire, ben c'est top. Vraiment, tant mieux. Mais si vous, en tant que parent ou adulte qui s'occupe d'un enfant, vous consommez énormément d'écran, il faut vraiment que vous vous posiez la question de quel modèle j'ai envie de donner à l'enfant. Donc du coup, c'est aussi à voir entre votre consommation d'écran et ce que vous voulez pour votre enfant. Il faut trouver le juste milieu. J'ai souvent entendu dire que quand justement on avait commencé à autoriser les écrans chez les enfants, c'était très difficile de revenir en arrière. Et du coup, si je vous pose cette question maintenant, c'est parce que les parents qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils se disent, OK, peut-être que là, la consommation d'écran pour mon enfant, elle est trop importante compte tenu de son âge ou compte tenu là de ce que vous disiez, à savoir c'est pas forcément ce que je souhaiterais pour lui, mais c'est trop tard, je peux plus revenir en arrière. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Déjà, je dirais d'en parler à l'enfant. C'est-à-dire que les enfants, même dès tout petits, ils peuvent comprendre que vous faites ça pour eux. Mais il faut leur expliquer, même si l'enfant il n'a pas tout à fait le vocabulaire. Je pense par exemple à un enfant de 2 ans qui peut-être a l'habitude de prendre le téléphone dans le sac de papa ou de maman quand papa ou maman est en train de discuter avec un autre adulte. Mais alors de prendre le temps de discuter avec lui, de dire ben non, maintenant c'est fini, je ne t'autorise plus à prendre le téléphone parce que et là vous pouvez lui expliquer tous les risques. Donc on ne va pas utiliser les mêmes mots, on est d'accord pour un enfant de 2 ans que pour un enfant de 8 ans ou un adolescent, mais d'expliquer pourquoi vous désirez diminuer le temps d'écran de l'enfant. Et du coup, ça peut être intéressant aussi en expliquant tous ces risques-là à votre enfant, de dire ah ben tu vois moi je passe tant de temps, j'aimerais bien aussi diminuer ou pas, ou ah ben là c'est nécessaire parce que c'est pour le travail, hein, par exemple. Voilà les parents qui sont en télétravail, ils passent à peu près 8 heures par jour sur l'ordinateur,
On ne peut pas réduire ce temps-là non plus. Donc vraiment, il faut expliquer à l'enfant pourquoi vous voulez réduire sa consommation et éventuellement la vôtre, alors que vous ayez envie de réduire votre consommation ou pas, mais expliquer à l'enfant pourquoi votre consommation vous convient ou est nécessaire, ou pourquoi vous aimeriez aussi diminuer votre consommation. Et après cette discussion-là, vous pouvez faire l'emploi du temps de la semaine. Hop, vous prenez une feuille blanche, hop, on met 7 colonnes ou 7 cases pour les 7 prochains jours, on note la date et tous les jours, on fait le quota d'écran. De dire, ah ben là, on est lundi 19 juillet, on fait le compte à la fin de la journée, j'ai regardé 1h20 la télé, j'ai passé 15 minutes sur mon téléphone, j'ai passé 30 minutes sur mon ordinateur, etc. Et on fait le bilan à la fin de la semaine. Et du coup, à la fin de la semaine, on regarde combien de temps on a passé par jour sur les différents types d'écrans. Peut-être que en tant qu'adulte, si vous avez une passion qui est par exemple la photographie et du coup la retouche photo, le temps passé sur l'ordinateur, il va être beaucoup plus difficile à réduire parce que ça fait partie de vos hobbies. Mais ça, vous pouvez l'expliquer à l'enfant. Et puis du coup, vous pouvez dire, ok, bon ben moi j'ai pas envie de réduire mon temps d'ordinateur, mais par contre je vais réduire mon temps de télé. Et toi, tu voudrais réduire quoi dans l'idéal? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Et du fait de ce constat sur une semaine, avec votre enfant, vous vous fixez des objectifs par jour. Pareil, vous reprenez une autre feuille où vous notez les 7 prochains jours. Et vous dites, bon, ok, allez, lundi 26 juillet, je voudrais faire au maximum 1 heure de télé. 0 minute de téléphone, parce que ça, c'est facile, ça me dérange pas trop, j'utilise pas beaucoup, voilà. Et vous vous fixez comme ça tous les jours des objectifs. Et ensuite, au fur et à mesure de la semaine qui va s'écouler, vous notez en dessous, effectivement, combien de temps vous avez passé sur le téléphone, la tablette, la télé, etc. Et à la fin de la semaine, vous refaites le point pour voir si c'était respecté ou pas. Et du coup, l'important aussi, c'est de vous fixer des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si vous consommez 5 heures d'écran par jour, on ne va pas se fixer comme objectif de passer à 30 minutes. Il faut vraiment que ce soit quelque chose dont vous vous sentez capable. Et où l'enfant, pareil, l'enfant doit s'en sentir capable. Et pour motiver l'enfant, ça peut être intéressant aussi de mettre une sorte de récompense à la fin de la semaine en disant, ok, alors si toute cette semaine, tout le monde a respecté ses objectifs, on prévoit une récompense. Ça peut être donc une récompense qui ne concerne pas les écrans. C'est pas on se regarde un film tous ensemble. Plutôt une récompense, soit on se fait une partie de tel jeu de société ou on fait une sortie au parc, au zoo, etc. Donc voilà, il faut aussi que la récompense ce soit quelque chose que vous puissiez ne pas faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas promettre d'aller chez papy et mamie dimanche si tout le monde a respecté ses objectifs, parce que si la sortie elle est déjà prévue, en fait, même si tout le monde ne respecte pas ses objectifs, vous allez quand même y aller. Vous n'allez pas dire à papy et mamie le dimanche matin, en fait, on vient pas. Donc, il faut vraiment que la récompense ce soit quelque chose qu'on puisse annuler si vraiment il y a eu, si ça n'a pas du tout été respecté. Après, si on est à 5 minutes près tous les jours, l'essentiel, c'est de récompenser aussi l'effort qui est fait. Donc voilà, d'avoir un peu, je pense aussi les choses bien clarifiées en termes de, ok, ça c'est le constat aujourd'hui, quelle est notre consommation, qu'est-ce qu'on veut atteindre la semaine prochaine, ok, et à la fin de la semaine, on a atteint nos objectifs, est-ce que c'était facile, est-ce que c'était difficile, et on se met comme ça des objectifs d'une semaine sur l'autre, parce que ça dépend aussi du planning. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école le lundi, mardi, jeudi, vendredi, sur les lundis, mardi, jeudi, vendredi, il peut se mettre peu de temps d'écran, puisque il est beaucoup occupé dans la journée, il va faire plein d'autres choses. Le mercredi, il peut prévoir un peu plus de temps d'écran. Pareil pour le samedi et dimanche. Si on est en vacances, si on est de sortie, etc., selon le programme, on va pouvoir prévoir un peu plus ou un peu moins d'écran par jour. Mais il faut que ça reste des objectifs atteignables. Et là, j'ai l'impression maintenant que vous parlez d'enfants qui seraient assez grands quand même. Vous dites souvent que du coup, c'est avec l'enfant que les parents vont choisir. En tout cas, que la décision va être prise à l'amiable, que l'enfant est intégré en tout cas dans cette décision-là.
Qu'est-ce qu'il en est pour les enfants plus petits, justement, parce que les enfants n'ont pas forcément la possibilité, la capacité, lorsqu'ils sont plus petits, de vraiment avoir une vision objective et d'être en capacité de se dire, bah, moi, j'ai une demi-heure d'écran et surtout de ce que je sais du sujet. Pour les petits, justement, il y a pas vraiment une heure d'écran par jour, c'est-à-dire c'est plutôt une demi-heure ou une heure d'écran par semaine. Du coup, comment ça se passe lorsque c'est complètement imposé, que c'est le parent qui dit c'est comme ça et comme ça? Ben, pour moi, c'est important quand même d'avoir la discussion. Même si l'enfant, il va dire oui, oui, sans forcément comprendre ce pourquoi il dit oui, Mmh. mais d'avoir cette discussion, de lui expliquer. Et après, ben, D'accord. effectivement, quand vous lui refuserez l'écran ou quand vous lui direz, ah ben là, ça suffit, les 10 minutes sont écoulées, voilà, faudra lui rappeler, lui dire, ah ben, tu te souviens, on en avait parlé, c'est pour ton bien qu'on fait ça, c'est pour éviter que tu aies du mal à t'endormir, c'est pour éviter que tu aies mal à la tête, c'est pour éviter que tu aies mal aux yeux, c'est pour ta santé qu'on fait ça. Du coup, effectivement, lui rappeler pourquoi vous le faites. C'est-à-dire que même un enfant qui comprend pas les mots que vous allez utiliser, il va comprendre le ton de votre voix, il va comprendre que c'est aussi pour lui, enfin, en gros, que vous faites pas ça contre lui. Et même si c'est difficile à gérer pour lui, après, avec le temps, il va s'y habituer aussi. Pour les plus petits, vous pouvez aussi utiliser des timers visuels. On pourra éventuellement mettre en lien de la vidéo une référence sur le site Optoys où on voit bien le temps qui passe. Et là, vous prévenez l'enfant, vous dites OK, c'est 10 minutes. On met le timer sur 10 minutes. Quand il sonne, on arrête l'écran. Je viens le récupérer pour les plus petits. Pour les plus grands, on va dire dès 4 ans, hein, ils sont capables, si vous lui dites OK, dans 10 minutes, ça sonne, tu viens me donner la tablette. Et il faut qu'il y ait une récompense derrière. C'est-à-dire que si on vous dit à l'enfant, dans 10 minutes, quand ça sonne, tu viens me donner la tablette, si tu respectes cette règle, tu auras le droit de rejouer 10 minutes cet après-midi. Si tu ne respectes pas cette règle et que c'est moi qui dois venir chercher l'écran, tu auras le droit de rejouer, mais que demain. Et bien se tenir à cette règle. Éventuellement, vous pouvez les écrire sur un papier pour vous aussi vous remémorer, c'est-à-dire de dire ok, bon bah c'était ça la règle qu'on a décidé ensemble. Voilà, j'hésite pas, c'est comme ça. J'ai pas un oubli ou ah mais qu'est-ce que j'avais dit, est-ce que j'avais 10 minutes ou 15 minutes, est-ce que c'est moi qui dois le chercher, est-ce que c'est lui qui doit me l'amener. Vous écrivez des règles sur un papier. Et éventuellement, vous pouvez faire signer l'enfant, même s'il a 4 ans, il écrit juste son prénom, mais pour qu'il y ait quand même cette discussion autour, cet échange, et que ce soit pas brutal. Je Oui pense et que finalement que ça fasse partie des règles de la maison, dans le sens mmh, où, pour avoir beaucoup discuté justement des règles de la maison avec Lorana Liran de la marque Happy Nanny dans l'univers Fedodo, qui est mmh, conseillère en éducation positive. Elle nous disait justement que, le chantage avec l'enfant, ça ne fonctionne pas, mais par mmh, contre, que lorsque ça fait partie des règles de la maison, l'enfant, il est tout à fait capable de le comprendre et si les règles de la maison, c'est 10 minutes par jour ou 10 minutes là et puis 10 minutes plus tard et qu'effectivement on l'a induit dans cet échange, comme ce que vous êtes en train de mmh, dire, bah, du coup, c'est encore plus facile de le faire respecter et j'aime beaucoup tout le à fait que fait. vous disiez que c'est important justement de le respecter. C'est pas un jour, le parent va se dire: «Oh bah, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je respecte, pas ou Mmh. demain je suis extrêmement stricte et puis c'est à la seconde près. Il faut une cohérence, d'après Mmh. ce que vous dites et je trouve que c'est intéressant de le souligner. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que d'écrire la règle, même si l'enfant ne sait pas lire, mais au moins pour que le parent voilà, soit cohérent avec la règle et c'est tout le temps comme ça. Et effectivement, hein, pour les plus petits, dans l'idéal, ce serait une demi-heure par semaine. Mais encore une fois, il faut toujours partir de la consommation actuelle de la famille, de l'enfant, du parent, pour diminuer petit à petit. On va pas passer d'une consommation de 2 heures d'écran par jour chez un tout petit à pouf 5 minutes par jour maximum. Sinon, ça va être vraiment très difficile à gérer cette transition-là. Donc, il faut y aller progressivement. Après, en tant que parent, vous pouvez vous fixer l'objectif de dire, OK, mon enfant, il a 4 ans, ce serait bien que ce soit, allez, 1 heure maximum dans la semaine, mais on va y aller progressivement pour que l'enfant s'habitue à cette nouvelle règle aussi, parce que s'il n'y avait pas vraiment de règle définie avant, ben, forcément, il faut le temps qu'il intègre qu'il y a une nouvelle règle qui s'est ajoutée sur ce jeu-là.
Et du coup, voilà, il faut vraiment y aller en douceur pour éviter le conflit au plus possible, sachant que c'est quand même difficile d'éviter le conflit tout court, hein, même pour des enfants plus grands qui sont d'accord avec la règle, qui ont bien compris la règle. Il y aura forcément des moments où il est plus fatigué ou quoi, ce sera plus difficile d'arrêter. Mais voilà, ça se fait petit à petit, ça va s'intégrer, s'automatiser, on va dire, dans les règles familiales, dans les règles de la maison, comme vous disiez. C'est intéressant ce point-là et j'aimerais bien qu'on s'y attarde un petit peu, Manon, justement, pour cette transition de fin d'écran. J'ai pu constater, alors à titre personnel, même dans mon entourage, que, euh, que c'était vraiment ce moment de bascule qui pouvait être le plus difficile pour les enfants et j'ai l'impression de tout âge. C'est que au moment d'arrêter, ça crée chez eux une frustration qui est relativement énorme. Peut-être d'ailleurs que vous pourrez nous en parler aussi. Vous évoquiez le comportement tout à l'heure. Ça peut créer des grosses colères, ça peut créer une grosse irritabilité chez l'enfant. Et en fait, il n'arrive pas à passer à autre chose. Alors, chez les petits, ça peut être des crises de larmes, des colères, des je me roule par terre. Pour les plus grands, ça peut être encore autre chose. Déjà, peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Et puis après, nous dire comment gérer cette transition à la fin des écrans pour que ça se passe le plus doucement possible, même si on en a parlé beaucoup et que l'enfant sait, etc. C'est quand même dur. Oui, oui. Bah alors d'où ça vient globalement, c'est le côté émotionnel qui est en jeu. C'est que ben là l'enfant il est dans une activité, il est en général à fond dedans. Hein, c'est un peu à la fois l'avantage et l'inconvénient de l'écran, c'est que c'est très prenant. C'est par exemple une tablette, c'est hyper interactif. Il y a plein de jeux différents, ça bouge, on peut faire des choses. Enfin voilà, c'est la tablette ou le film. Enfin voilà, les écrans, il faut les considérer comme un jeu, enfin selon moi, il faut les considérer comme un jouet parmi d'autres, mais il faut quand même garder à l'esprit en tant qu'adulte que c'est pas tout à fait un jouet comme les autres. C'est quand même plus difficile de sortir de l'écran que de sortir d'un autre jeu. Est-ce que vous utiliseriez le terme d'addiction pour les écrans? Il est approprié, on l'entend parfois. Oui, mais alors après, ça, c'est vraiment selon chacun. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé ce terme-là pour mes patients, même si effectivement la transition peut être très, 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 très difficile pour certains de mes patients. Mais voilà, moi, déjà, je suis pas forcément habilitée à poser ce diagnostic d'addiction, mais je pense que comme n'importe quelle activité un peu prenante, c'est possible qu'il y ait des addictions. Mais je pense qu'il faut vraiment limiter ce terme-là aux vraies addictions. Oui, j'entendais par là le côté addictif de l'écran. Vous disiez que c'était pas forcément un jeu exactement comme les autres, et j'avais l'impression que justement il y avait un côté très addictif à l'écran qui prenait encore plus l'attention de l'enfant malgré lui. Oui, mais je pense que c'est plus une question justement d'attention que un jeu physique. Je sais pas moi, des cubes, des petites voitures, des choses comme ça. La plupart des jouets, en fait, ils font rien si vous les touchez pas. Alors que l'écran, il peut faire des choses quand on s'en occupe pas, quand juste on le regarde. Voilà, donc il y a quand même une différence là-dessus. Et effectivement, en plus, un jouet, un livre, des petites voitures, etc., ça ne vous rétrécit pas le champ de vision. Alors, je mets des guillemets là-dessus, hein, parce que c'est pas vrai, ça ne rétrécit pas le champ de vision. Mais par contre, sur un écran, l'attention, elle est focalisée sur l'écran et du coup, on fait quasiment plus attention à ce qu'il y a autour. Alors que quand on est sur des petites voitures, hop, l'œil, il peut être facilement attiré par un autre jouet. Et du coup, on a envie de jouer à cet autre jouet qu'on a vu, etc. Et on peut facilement passer de l'un à l'autre, etc. Alors que l'écran a ce problème-là qu'il focalise l'attention sur lui et que du coup, c'est beaucoup plus difficile d'en être distrait et de passer à autre chose spontanément, contrairement aux autres jouets qui ne sont pas interactifs. Donc oui, là-dessus, il y a quand même un côté attractif beaucoup plus important sur les écrans que sur un jouet lambda. Et du coup, ça fait une transition parfaite par rapport à la gestion de cette transition de fin d'écran. Comme l'enfant ne voit pas vraiment ce qui se passe autour, c'est d'autant plus difficile pour lui de partir sur autre chose. Donc finalement, c'est soit le parent, soit le timer, comme vous expliquiez tout à l'heure, qui va venir mettre fin à ce temps d'écran. Et c'est là que ça peut être dur à gérer pour lui, parce qu'il est dans l'émotionnel, c'est ce que vous disiez.
Oui, et que d'un coup, soit l'adulte, soit le timer vient couper d'un coup. Alors avec un timer, au fur et à mesure, il faut bien utiliser un certain moment le timer parce qu'au début, l'enfant, il va pas du tout avoir le réflexe de vérifier combien de temps il lui reste. Et petit à petit, il aura le réflexe de vérifier. Du coup, il pourra s'y préparer un petit peu psychologiquement à la fin. Quand c'est le parent qui arrive et qui d'un coup lui dit ah ben là c'est fini, ah, pareil c'est brutal. Mais du coup voilà, moi ce que je propose, hein, ça marche plutôt pas mal, mais ça reste un conseil, c'est d'aller avec l'enfant dans un magasin de jeux de société. Plutôt un magasin spécialisé qu'une grande surface où les vendeurs seront pas forcément hyper compétents pour conseiller, mais d'aller dans un magasin de jeux avec l'enfant et de faire choisir à l'enfant sur les conseils du vendeur ou de la vendeuse quelque chose adapté à son âge, quelque chose qui lui plaît. Voilà, un jeu de société, soit qui peut jouer tout seul, mais c'est mieux s'il peut y jouer avec ses parents ou ses frères et sœurs. Et ensuite, bien expliquer à l'enfant que ce jeu-là, il va être utilisé uniquement à la fin des temps d'écran pour le récompenser d'avoir bien respecté la règle. Alors ça, pareil, la règle, comme on a dit avant, ça dépend de quelle règle vous avez choisi ensemble. Mais du coup, ce sera la petite récompense après chaque temps de jeu sur écran ou de vidéo, etc. S'il a bien respecté la règle, par exemple une règle, si dans 10 minutes, tu arrêtes tout seul la tablette et que tu viens me l'amener, donc pour un enfant un peu grand quand même déjà, d'avoir cette volonté de l'amener, on fera 3 parties du jeu que tu as choisi dans le magasin. Et tu pourras reprendre l'écran demain, cet après-midi, pendant 10 minutes. Voilà. Et du coup, voilà, que ce soit un jeu vraiment dédié à l'arrêt du temps d'écran. C'est un jeu auquel on n'a pas le droit de toucher en dehors de ça. Et pareil, on peut écrire la règle sur un papier, la faire signer à l'enfant s'il sait écrire son prénom, et aux parents pour que bien que ça cadre et que ce soit une règle de la maison, c'est écrit, c'est bien clair. Comme ça, on n'est pas tenté de céder si l'enfant dit ah oui mais j'ai envie d'y jouer. Bon bah allez hop une partie. Non non. Ce jeu-là, il est justement là pour être pour que l'enfant ait envie d'y rejouer. Mais du coup, il faut qu'il ait respecté la règle avant s'il veut y rejouer. Donc du coup, ça le motive à respecter la règle du temps d'écran et de s'il doit arrêter tout seul l'écran à l'amener aux parents ou amener la télécommande aux parents, ça peut être aussi pour la télé. Mais du coup, ça permet justement sur le côté émotionnel, en fait, on arrête quelque chose qui est émotionnellement fort, mais pour aller sur autre chose qui est aussi émotionnellement fort parce que on va jouer avec papa, maman, on va jouer avec les frères et sœurs, etc. Et du coup, le nombre de parties aussi, c'est à choisir en fonction du jeu. Un jeu qui dure 40 minutes, on va peut-être pas faire 3 parties selon le temps dont vous disposez après le temps d'écran. Donc, c'est vraiment aussi à choisir en fonction de l'emploi du temps des parents, de l'emploi du temps de l'enfant. Selon, pareil, les moments d'écran, on va pas les choisir au hasard dans la semaine. Comme on disait tout à l'heure, du coup, le matin, on va faire autre chose plutôt que de jouer aux écrans avant l'école, par exemple. Donc, du coup, il va falloir trouver une solution. Soit vous avez le temps de jouer à un jeu avec lui le matin pour pas qu'il joue à un écran le matin avant l'école. Soit vous lui dites ok on va trouver un jouet pour le matin avant l'école, mais du coup là c'est une règle qu'on met en place. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, on met la règle en place, on discute avec l'enfant, on s'assure d'avoir l'accord de l'enfant pour changer ses habitudes du matin. Donc après voilà, le temps d'écran va être accordé à l'enfant en fonction de la journée, en fonction de la disponibilité des parents pour ensuite pouvoir faire cette transition-là avec lui. Et comme ça, l'enfant, il se sent pas seul non plus dans cette rupture d'un coup de son temps de jeu. Mmh. Là, vous évoquez du coup les moments qui sont peut-être pas opportuns pour les écrans, donc à savoir le matin avant l'école. On a évoqué aussi tout à l'heure le soir avant le coucher. Est-ce qu'à l'inverse, vous pourriez conseiller des moments qui sont plus opportuns? Est-ce que, par exemple, à 4h30 en rentrant de l'école, là, c'est un moment qui est plutôt pertinent? Est-ce que c'est plutôt, justement le week-end? Je conseillerais surtout de faire en fonction de l'enfant. Déjà, s'il demande pas l'écran, on va pas lui proposer. Tant qu'à faire, si l'enfant ne réclame pas une tablette, un film ou je ne sais quoi,
on va pas lui proposer, on va lui proposer autre chose. Et du coup, après, je dirais effectivement, pas avant la sieste, parce que pareil, là, on retombe sur les histoires de sommeil, donc c'est mieux pas avant la sieste, pas pendant les repas, pour qu'on soit vraiment concentré sur la nourriture, les goûts, etc., sur les discussions avec les membres de la famille aussi. Et ensuite, je dirais que c'est autant en fonction de l'enfant, de son caractère, les moments où il n'est pas fatigué, parce que plus il est fatigué, plus l'arrêt du temps d'écran va être compliqué. Et en fonction, justement, comme je disais, de l'emploi du temps des parents. Il faut que les parents soient disponibles pour gérer cette transition de fin de temps d'écran avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut pas donner l'écran à l'enfant. Oui, ok, je fais autre chose. Tu le fais 10 minutes, tu viens me chercher après, et puis c'est fini. Non, c'est ok. Dans 10 minutes, il faut que je sois disponible pour gérer la transition de l'écran. Donc, en soi, j'ai pas forcément d'horaire, on va dire, à conseiller. C'est vraiment en fonction de l'enfant et en fonction de la disponibilité des parents, avec par contre des horaires à éviter, comme on disait, donc avant l'école, avant le coucher et pendant les repas. Il faut réussir, si possible, à installer cette règle de la maison, de dire là c'est non sur ces temps-là. De votre expérience, Manon, de votre expérience en cabinet, vous avez vu des résultats par rapport aux familles qui réduiraient le temps d'écran, ou alors c'est vraiment unanime, c'est waouh l'effet que ça a sur l'enfant, ou alors c'est mitigé, ou alors ça dépend des enfants. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Donc si on est par exemple dans un foyer où il y a beaucoup d'écrans, vous conseillez aux parents parce qu'il y a peut-être un retard de langage, ou parce qu'au niveau du comportement c'est des fois difficile. Vous conseillez aux parents de réduire, les parents réduisent semaine après semaine. Et qu'est-ce qu'on constate pour l'enfant? Alors pour les familles qui ont bien suivi, on va dire, cette réduction comme ça, déjà pour les enfants un petit peu grands, il y a une autonomisation de l'enfant avec toutes ces règles-là, de dire ok, c'est toi qui respectes ton temps d'écran. Tu notes tes objectifs pour la semaine prochaine. Tu notes si tu as respecté tes objectifs. Il y a quand même une responsabilisation de l'enfant assez importante et qui va toujours dans le bon sens. L'autonomie des enfants aussi en étant une part de la décision de mettre cette règle, de choisir, ok, on met quelle règle dans la maison, etc. Ils respectent déjà beaucoup plus. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une amélioration de la relation entre les parents et les enfants. En général, après moi, ce que j'ai constaté, c'était des enfants aussi plus calmes, un peu moins speed, on va dire. Et en général, les effets s'en ressentent surtout à l'école. Des enfants du coup plus disposés aux apprentissages. Pour les enfants qui regardaient des contenus un peu violents sur les écrans, du coup ils sont aussi plus apaisés, ils dorment mieux. Sans parler des heures de temps d'écran, mais du coup d'avoir du contenu plus adapté, ou du coup plus de contenu ou moins de contenu inadapté. Du coup il y a quand même un effet émotionnel, psychologique qui est pas négligeable. Donc voilà, en soi, moi, ça n'a pas forcément eu un impact sur les choses que je travaille vraiment spécifiquement avec l'enfant, mais en général, ça apporte un bien-être familial. En termes de conflits, il y en a moins. En termes d'excitation et du coup de conflits suite à des comportements un peu hyperactifs, un peu conflictuels, etc. Donc c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Des enfants qui sont aussi qui ont une attention plus longue, parce que donc sur des écrans, on va dire sur les jeux vidéo ou même sur des films, etc. Les images vont quand même très vite. Il n'y a pas, si on regarde par exemple un dessin animé des années 50 par rapport à un dessin animé des années 2020, on n'est pas du tout sur le même rythme. Et du coup, actuellement, les films, les vidéos, etc., ils sont très, très rapides, ça va très vite. Du coup, l'enfant aussi, il est un peu stimulé en termes de vitesse de traitement, on va dire. Et du coup, de diminuer un peu ses temps d'écran, ça permet aussi à l'enfant de ralentir aussi un petit peu, d'être plus posé, plus calme. Et du coup, c'est plutôt un bien-être général
que des effets vraiment mesurables, on va dire, par des tests, des dictées ou je ne sais quoi. D'accord. Vous évoquiez en tout début de notre échange, Manon, le fait qu'il ne faut pas non plus diaboliser les écrans et que c'est justement la consommation qu'on en a, l'utilité qu'on en a et puis la façon dont on va exposer nos enfants. Est-ce qu'il y a des façons positives d'utiliser ces écrans sans que justement il y ait tous ces effets délétères d'une surconsommation qui finalement n'apporte pas grand-chose à l'enfant? Oui, oui. Alors moi, je le conseille parfois aux familles qui ont du mal à diminuer les temps d'écran, d'utiliser l'écran en fait comme un support de langage. Par exemple, si on est sur un contenu vidéo, donc du coup, on va choisir aussi une vidéo de durée adéquate, on va dire en fonction de l'âge de l'enfant, vraiment pas longue parce que l'idée c'est quand même de pouvoir parler au sujet de la vidéo. Et après, si c'est une vidéo longue, on peut faire des pauses et discuter avec l'enfant de ce qu'on a vu. On peut poser des questions sur l'histoire, sur les émotions des personnages, les intentions, leur caractère, ce qui aurait pu se passer si tel événement n'était pas arrivé, pardon. Faire du lien avec le quotidien, par exemple. Ah, mais t'as vu là le petit bonhomme, il a caressé un chat. Est-ce que toi tu connais un chat? Ah oui, le chat de Tata, il s'appelle comment? Tu te souviens, il est de quelle couleur? Tu l'aimes bien, toi? Ah, des fois il griffe. Ah ben oui, oui. Forcément, c'est un animal. Voilà, on peut mettre beaucoup de langage, comme on le ferait pour un livre, hein, bien sûr, mais on peut mettre beaucoup de langage sur une petite histoire en vidéo. Et du coup, voilà, on pose des questions à l'enfant, on s'assure qu'il a bien compris l'histoire en premier lieu. On lui pose des questions, mais on va aussi chercher sa réflexion. Comme je disais tout à l'heure, ah ben si ça s'était pas passé comme ça, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ou ah ben qu'est-ce que tu penses que lui il voulait faire au début? Et toi, est-ce que tu aurais fait pareil à sa place? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou pas? De faire intervenir son jugement aussi. Ça développe du coup un peu ses capacités de jugement, etc. Et aussi son estime personnelle, parce que du coup, il va voir que papa, maman ou tel adulte valorise, va chercher son avis et est intéressé par son avis, etc. Et ensuite, pour ce qui est des jeux interactifs, ça c'est encore plus facile de mettre du langage dessus. On va commenter ce que l'enfant fait sur sa petite appli. On peut mettre du vocabulaire sur tout ce qu'on voit sur le jeu. On peut commenter. On peut lui demander d'expliquer la règle. On peut faire comme si écoute, je connais pas ce jeu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il faut faire? Ah, tu me montres? Ok. On fait chacun son tour. Et c'est aussi plus facile d'arrêter quand c'est un jeu interactif où on dit on fait chacun son tour et puis au bout d'un moment quand on voit que ça commence à faire on n'est pas loin du temps limite, on dit ok, on fait plus que 2 tours chacun ou un tour chacun et après on arrête. Comme ça on peut aussi prévenir la fin du temps d'écran. Et voilà, encore une fois, on peut poser des questions sur ce que l'enfant est en train de faire, sur ce qu'il voit. On peut nommer les objets, les personnages. Si c'est des personnages qui n'ont pas de nom, on peut dire comment tu veux qu'ils s'appellent? Toi, tu choisis quoi comme prénom? Et voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent de développer le langage et aussi de développer la relation avec l'adulte qui va interagir avec lui. Et puis, je parle d'adulte, mais ça peut être aussi les grands frères, les grandes sœurs, s'ils se mettent vraiment dans l'optique de on joue ensemble et on fait chacun son tour ou ok, c'est toi qui fais et puis on discute ensemble pendant le jeu. Oui, là finalement ce que vous nous dites, c'est que l'intérêt, il est de tourner ça autour du langage et de tourner ça en quelque chose d'actif pour l'enfant, d'actif en termes de réflexion et en termes de discussion aussi. Et du coup, ça renforce aussi la relation. C'est super intéressant, Manon, effectivement. Mmh. Oui, c'est ça, hein, les écrans. Enfin voilà, quand on utilise l'écran, en gros, comme on pourrait utiliser un livre ou des jeux, des jouets, des jeux de société, où du coup on discute avec l'enfant et puis on lui pose des questions sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent. Ça permet aussi de valoriser ce qu'il pense et ce qu'il ressent aussi. Après, on peut aussi lui dire ok, ça c'est ce que tu penses. Moi je pensais autre chose. Expliquer ce qu'on pense et dire tu vois, ça me donne une nouvelle idée et de valoriser, de dire ok, moi je pense pas pareil que toi, mais ce que tu penses c'est aussi valable que ce que moi je pense. J'ai pas forcément la réponse
Et du coup, comme ça, voilà, au niveau émotionnel, on valorise l'enfant. On est aussi dans du relationnel. Donc, de toute façon, la relation adulte-enfant, elle est renforcée. Et c'est beaucoup plus facile, comme je disais tout à l'heure, d'arrêter le temps d'écran, de dire on va faire autre chose, etc. On prévient la fin. Et puis, c'est des choses, effectivement, qu'on peut faire sur plein d'autres supports de jeu. Bien sûr. Il y a beaucoup d'informations, Manon, dans tout ce que vous venez de nous transmettre. Et c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Ce qui est assez troublant, c'est que finalement, c'est un sujet qui n'existait pas il y a 15 ans en arrière. C'est assez fou. Là, tous les objets connectés, tous les écrans ont fait leur apparition dans les foyers de façon exponentielle. Et j'imagine que dans votre profession, les professionnels qui pratiquaient depuis 30 ans ont dû voir une évolution considérable en fait par rapport aux enfants qu'on peut suivre. C'est un vrai sujet de société. Donc, on en rediscutera sur Allo fait dodo avec aussi d'autres professionnels parce que, comme vous le disiez, il y a plein d'interactions sur le développement, sur le comportement, sur le sommeil. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je propose que Manon, on en reste là pour aujourd'hui, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous souhaitiez partager. Non, on a déjà pas mal évoqué le sujet. Moi, je voulais juste rajouter que donc là, tout ce que j'ai dit, c'est mon avis personnel que j'ai construit en fonction des lectures que j'ai pu avoir, des expériences que j'ai pu avoir, mais c'est pas non plus une vérité absolue et du coup, chacun doit se retrouver dans ces conseils-là. Enfin, il faut vraiment adapter tous ces conseils à votre quotidien, à vos contraintes personnelles et familiales. Voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue sur l'usage des écrans. Peut-être pour conclure, Manon, justement, vous auriez des livres à conseiller aux parents qui souhaitent creuser le sujet, qui souhaitent aller plus loin, se renseigner? Alors, moi, je sais que j'avais lu TV Lobotomie, qui décrit avec force adjectif dépréciatif les effets néfastes que peut avoir la télé. Donc c'est à prendre quand même avec des pincettes parce que l'auteur est très anti-télé, mais du coup ça permet d'avoir une idée de l'effet objectif que peut avoir une exposition trop importante à la télévision, que ce soit sur le langage, sur le sentiment de sécurité. C'était assez intéressant à lire parce que de toute façon, c'était basé uniquement sur des recherches scientifiques, sur des études là-dessus. Mais l'auteur a tendance à en rajouter des caisses. Donc, mais du coup, tout ce qui est factuel, c'est factuel. D'accord. C'est quand même intéressant à lire. De cet ouvrage-là Michel Desmurget. D'accord. Ok. Oui, effectivement, parfois ça vaut le coup d'aller lire même dans les extrêmes, sur tous les sujets pour après pouvoir se faire sa propre opinion et puis cheminer en fonction de ses valeurs. C'est très intéressant. Tout à fait. Ok, Manon, super. Un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Et merci à vous. Et puis, au plaisir peut-être d'échanger sur une autre thématique prochainement ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. À très bientôt sur Allo Fedodo et prenez bien soin de vous.